va analyser les profils, le marché de la France réclame le matcha. Il y a eu un énorme capital investi dans le branding. Ne jamais investir un capital trop conséquent dans la conception d'un produit. Donc, ce qui aurait pu être amélioré. Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo 100% analyse où j'analyse la marque Maison Bagarre, Océane et le motif. J'avais fait une réaction vidéo et donc j'avais envie de faire une analyse un peu plus posée, détaillée et potentiellement présenter des perspectives d'avenir pour cette marque, pour eux éventuellement, et qu'est-ce qu'ils auraient pu faire à la place de ce qu'ils ont fait déjà. Donc pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Ben, ça fait bientôt 8 ans que je fais du e-commerce. J'ai fait plus de 500 000 commandes sur Shopify. Là ici on a un trophée des 100 000 commandes, je le montre encore une fois parce que on va dire que... c'est un mytho ou je sais pas quoi. C'est important que je mette le contexte et moi j'adore, je suis vraiment passionné d'e-commerce. Cette analyse elle va permettre à tous ceux qui veulent lancer des marques pérennes, rentables, etc. De pouvoir potentiellement le faire et aussi de comprendre aussi les erreurs qu'ils ont faites, même si j'ai réagi sur l'ancienne vidéo. Mais là j'avais envie de faire un truc un peu plus détaillé dans lequel j'essaie d'aller un peu plus en profondeur par rapport à ce qu'ils auraient dû faire et comment ils auraient pu s'en sortir. Allez, c'est parti. Donc on va analyser les profils. Donc on a deux profils. On a deux CEO, deux fondateurs qui sont Océane. Donc du coup Océane c'est une influenceuse qui de base faisait de la télé-réalité et qui a totalement rechangé son image de marque, qui a vraiment fait un beau travail sur sa personne. Et Olivier qui est vraiment très fort dans la direction artistique. C'est le frère de Shai. Il est responsable de son succès. Il a travaillé avec Damso et c'est une personne très forte artistiquement parlant. Genre moi je l'ai connu par exemple avec un son 1 heure avec Chacola. Dinguerie, c'était très précis, les conseils qu'il donnait musicalement, artistiquement, c'était fort, le son, je crois que c'était Pousse-toi, le son magnifique. Après c'était incroyable. Donc du coup Océane, je vais faire un peu sa présentation. C'est une influenceuse qui a un fort caractère. Elle se distingue depuis très longtemps déjà par son style singulier. Donc des Océane on n'en retrouve pas 10. Elle a quelque chose de rare et d'unique sur la sphère. C'est une influenceuse que je caractériserais d'une influenceuse à Vrine score élevé. Donc ça veut dire que Océane elle a un Vrine score c'est-à-dire c'est la valeur qu'elle apporte sur le marché, ce qui est le divertissement principalement. La valeur qu'elle apporte sur le marché, la rareté, elle est inimitable parce qu'il y a très peu d'influenceuses qui arrivent à tenir le rythme. Elle est non remplaçable parce que bien entendu du fait qu'elle a énormément de présence et de constance, du coup les gens ils s'habituent, la communauté tu peux pas la remplacer comme ça. Ensuite les deux ils travaillent de base sur la personal brand d'Océane, un succès fou. J'ai un peu vu, je regarde un peu leurs vidéos etc, j'ai un peu vu leur croissance etc, je trouve ça fort. La stratégie elle est bien, l'image de marque d'Océane elle est bien, elle fait des collaborations avec des grandes marques, elle a pas de souci maintenant pour faire des collaborations avec des grandes marques. Elle est totalement sortie de l'image négative des influenceuses de télé-réalité, ce qui est bien. Mais le premier problème entre guillemets ici, on est sur une audience très mainstream, donc on a une audience un peu qui s'apparenterait à une audience de télé, souvent à cause des vidéos qui sont proposées. On est très peu dans les contenus très privés, contrairement c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait juste avant parce qu'ils ont balancé un contenu qui parlait un peu de la vie privée. Donc créer des liens avec sa communauté c'est extrêmement important. D'habitude sur des contenus très broad, très larges afin de toucher un maximum de personnes. Donc on a un peu vraiment, comme je dis, c'est un peu comme Jean-Luc Reichmann, les gens ils ont l'habitude de le voir, il nous divertit. Là, il est rare, il est inimitable, il est non remplaçable, mais le lien vraiment profond avec sa personne, il y a un léger détachement. Maintenant, la marque. Donc, j'ai pris le screen de la présentation de la marque. Bienvenue chez nous, c'est Maison Bagarre. Océane et Olivier, Maison Bagarre, c'est plus qu'une boisson, c'est une révolution. On réinvente la façon de boire du vin avec un style et une audace. Donc, faut savoir que là, déjà, Maison Bagarre, c'est uniquement focus sur une boisson. Au lieu d'être focus que sur le produit, ils auraient dû être plus focus sur un mood général, sur quelque chose. Donc j'aurais donné, c'est une façon de Maison Bagarre est une marque née de la volonté, de la motivation d'Océane et d'Olivier de casser les codes uniques, etc. et de se différencier. Ils vont vous présenter différents produits pour éviter déjà de se renfermer. Ils vont vous présenter différents produits dans leur premier produit qui est un vin en canette, etc. Donc je la fais courte et ensuite ici l'avance sur le fait que on a un produit gustatif, etc. Quand vous vendez un produit, essayez de le vendre plus sur les bénéfices que sur vraiment le produit, parce que donc là j'essaie d'écourter. Quand vous vendez un produit, essayez de le vendre vraiment plus sur les bénéfices. Le vin en canette, le vrai bénéfice c'est pour les personnes qui aiment vraiment le vin et qui veulent par exemple faire des pique-niques, etc. ou bien qui veulent consommer du vin assez régulièrement. Donc ça veut dire que c'est des gens qui adorent le vin et ils veulent le consommer assez régulièrement sans forcément aller chez le vigneron, etc. Donc mais bref, c'est un autre truc à potentiellement développer. Notre savoir-faire, là un peu je suis extrêmement un peu déçu parce que dans le reportage ils ont fait énormément d'efforts sur ça et le savoir-faire il est très limité. On n'a pas de story poussée comme par exemple si on va sur le site de TK
qu'il a de Kendall Jenner, qui est un site que j'ai pris en exemple. Il s'est poussé. On a l'impression vraiment qu'elle a allé, elle a montré le truc, l'étape 1, comment ça se passe, comment ça se développe, etc. Elle a vraiment poussé le truc. Après, je sais pas si c'est peut-être par rapport à la réglementation, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'erreurs sur le site et je pense qu'en France, il y a des lois qui font que tu ne peux pas marketer de la sorte, genre rendre ça aussi cool et tout en termes de marketing. Donc je pense que pour leur défense, je pense que c'est vraiment ça le problème, c'est qu'en France les lois interdisent de faire ça en fait. Donc parce que je ne pense sincèrement, honnêtement, je ne pense pas qu'ils auraient pu ne pas faire ça correctement. Donc ensuite, Et du coup, tu voudrais pas quand même nous faire une analyse pour voir ce qui ne va pas sur le site? On a besoin de savoir, non? Ok, du coup, on se retrouve sur le site de Maison Bagarre. Donc là, je fais la petite analyse du site, même si je sais qu'il y a peut-être des réglementations, mais il fallait le faire quand même. Donc du coup, on arrive ici, ok, livraison offerte à partir de 2 packs achetés. On a un produit qui coûte pour 24 euros. On a 6 canettes, ok. 6 canettes égale l'équivalent de 12 verres de vin, ok. Donc voilà, ok, on va voir le produit. Là, on a une image de barque assez simple, genre... c'est assez simple. On a le code couleur, rose, blanc, simple. On arrive à distinguer. On ne se perd pas sur le site, c'est très bien. Là, on a un petit problème. Donc là, le premier gros problème, entre guillemets, c'est au niveau Là, la livraison gratuite, apparemment, c'était pour 2 packs. Là, il peut y avoir un premier trigger de confusion, c'est-à-dire, là, on est sur 3 packs. Donc là, faites attention. Quand vous avez votre site, il faut savoir si la livraison offerte en bannière est écrite pour 2 packs et ici vous la mettez pour 3 packs, ça veut dire que peut-être qu'il y a eu une modification qui a été faite à la dernière minute. Donc juste faites attention, assurez-vous de bien changer les choses. Ensuite, on a un comparatif par rapport aux 6 canettes 12 verres. Et ce qui aurait été plus intéressant, c'est d'avoir, on va dire, peut-être le prix d'une bouteille ou de l'équivalent de 12 verres de vin avec l'équivalent des bouteilles pour savoir, entre guillemets, s'il y a un vrai réel comparatif et un vrai bénéfice à avoir là-dessus. Ensuite, on a des éléments de critères par rapport à notre recette. Le plus important, c'est pas forcément la recette là qu'on veut voir. On veut avoir les bénéfices. Donc, on veut voir à quel moment on peut l'utiliser. Donc, ça veut dire que je pense qu'ici, il y a peut-être un carrousel qui montrerait peut-être potentiellement du coup, où est-ce qu'on pourrait boire le vin en toute situation, ou dans les situations peut-être avec des gens dans un festival, avec des gens au pique-nique, avec des gens, etc. Comme je le dis, c'est possible qu'ils n'aient pas le droit de le faire. Mais je le dis quand même pour une personne qui pourrait se projeter. Ensuite, ici, on a l'absence d'une redirection. Là, vu que la marque elle existe un peu depuis longtemps, d'une redirection peut-être potentiellement vers le Trustpilot et potentiellement ici, on a pourquoi notre canette est révolutionnaire. Donc toujours frais, toujours prête. Est-ce que ça c'est un argument de révolutionnaire? Non, je pense pas. 250 ml équivalent de 2 verres. Ok. Garde ton vin frais et à l'abri, etc. Il y a aucun réel bénéfice. Les bénéfices, là, ici, auraient été, vous permettre de boire votre vin dans les situations les plus cocasses, etc. Boire du vin, entre guillemets, dans ta baignoire au festival ou au pique-nique, etc. Sans risque de casser une bouteille, sans risque de transporter une bouteille, etc. Les bénéfices réels, qu'il y a une différence entre le vin en verre et le vin en canette qui sont vrais, qui existent des bénéfices puisqu'on a du vin en canette qui est transportable partout, qui peut se mettre dans ton sac sans risque de se casser, et il manquerait peut-être potentiellement ici, là bien entendu, je sais qu'ils n'ont peut-être pas le droit de le faire, mais un assortiment d'images ou un peu lifestyle qui montrerait que du coup dans quel type de situation on pourrait boire le vin et peut-être même une petite vidéo pour animer un peu ici lorsqu'on clique qui montrera un peu la fonctionnalité, qui aura un petit comparatif, etc. Donc voilà, pour avoir plus de détails pour que la personne elle puisse mieux se retrouver. Donc voilà. Mais la plus grosse erreur, c'est peut-être cette petite confusion là entre la livraison gratuite pour le pack de 3 et la bannière en haut avec le pack de 2. on est sur un vin pétillant. Bon, moi je sais pas, je bois pas d'alcool, donc je sais pas, dites-moi en commentaire. Ceux qui voient de l'alcool, qu'est-ce que vous pensez de l'idée? Bon, je pense que le but, vraiment, c'était de rapporter quelque chose de frais, de nouveau, pour leur audience qui est assez un peu décalée, etc. Donc voilà. Donc voilà, ouais, là ici, parle des bénéfices. Fini les lourdes bouteilles et les tire-bouchons perdus à la place de la canette. Pratique fraîche, etc., résistante, etc. Bon, on est plus sur les caractéristiques que sur les bénéfices, mais bon. Donc maintenant,
Analysons l'idée. Ok. L'idée de base, elle est issue des marchés étrangers. Parce que moi, j'ai vu la vidéo juste avant, comme je vous ai dit. D'ailleurs, ceux qui veulent voir la réaction, elle est épinglée là, vous pouvez aller la voir. Elle est issue des marchés étrangers. Ils ont dit qu'il y a une forte présence au Japon. Ils ont dit qu'il y a une forte présence aux US. Ils ont dit qu'il y a une forte présence un peu dans tous les autres pays, sauf en France. Ok. Dans ce cas-là, ce qui est bien de se dire, ok, je peux être avant-gardiste et je peux anticiper une trend, même la créer. Mais là, il y a deux choses qui se présentent à toi quand tu as un produit qui est extrêmement populaire dans d'autres marchés et qui n'est pas populaire en France. C'est un, est-ce que tu as analysé la réalité, les mœurs et les paradigmes du pays? C'est-à-dire, est-ce que le français lambda, le français traditionnel, pourrait potentiellement consommer vraiment en grosse quantité du vin en canette? Comment le français consomme-t-il de l'alcool? Est-ce que le vin est ancré dans les traditions françaises? Quelles sont les personnes qui boivent du vin en règle générale? Est-ce que ma communauté boit du vin? C'est les questions déjà d'entrée de base que, entre guillemets, de base qu'elle aurait dû se poser. Et ensuite, tu as une deuxième réalité qui est la réalité des datas. Alors, là, c'est très simple. Vous allez sur Google Trends et vous allez voir. Là, j'ai pris 3 exemples. J'ai pris le vin en canette, un sac et le matcha. Le matcha, qui est assez atypique aussi. J'ai été sur Google Trends tout simplement. Vin en canette. Et on a analysé l'afflux de recherches pendant ces 5 dernières années. Donc là, ici, vous pouvez voir les 5 dernières années. Les recherches sont nulles. Les recherches sont très très nulles. Il y en a pas. Il y a des petits pics. C'est mort. Il y a des petits pics. C'est mort. Il y a des petits pics. C'est mort. Il y a eu un gros pic. Je crois que ça c'était en 2021 ou un truc comme ça. Il y a eu un gros pic. Et ensuite, encore c'est mort. Et là, on voit que, je pense que c'est parce que la vidéo elle vient de sortir là, que là il y a un petit pic qui commence à arriver. On n'est pas sur du 100 en recherche. C'est le volume. C'est en fonction du volume de recherche. Ensuite, les sacs. Là, vous voyez, les sacs ici, il y a une constante. Depuis ces 5 dernières années, en règle générale, c'est une constante assez haute. Bien entendu, il y a des pics. Les pics, c'est souvent pendant les fêtes de Noël, etc. Les gens, ils cherchent à offrir un cadeau, etc. Donc, ensuite, on a le matcha. Le matcha, qui est un produit assez nouveau. Mais là, vous voyez que là, ici, on peut analyser clairement qu'il y a une demande. En 2020, ici, on avait quasiment rien. Et ensuite, on est monté crescendo, jusqu'à aujourd'hui. Le marché de la France réclame le matcha. Ils veulent expérimenter le matcha. Ok? Donc, voici le résultat qu'on a. On a 3 options qui se présentent à nous, là, qui nous montrent que clairement, l'idée n'est pas bonne. En tant qu'entrepreneur, là, l'idée, pour le coup, n'est pas bonne. Et je dis pas ça parce que là, ça n'a pas marché ou quoi que ce soit. Mais même sur le long terme, si ça avait marché, c'est qu'elle avait vendu énormément à sa communauté. Pour scaler, pour faire une marque constante, stable et durable sur le marché FR, il aurait eu doubler d'efforts parce qu'au bout d'un moment, la communauté, mis à part si sa communauté devient, entre guillemets, alcoolique. D'ailleurs, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé avant que je me fasse strike. Donc, on le mettra en bas là. Mis à part si la communauté elle boit énormément, ben, la récurrence, elle va être très faible. Elle va être très faible. Les gens ils vont tester le concept, ils vont s'en lasser. Et ensuite, il faudra réinjecter pour tenir par rapport au marketing. Donc, vu que c'est pas un produit qui est demandé par l'audience. Donc voilà, sur le point de l'idée, c'est moyen. Ok. Donc, ensuite, la première erreur, c'est qu'elle a été aveuglée par les stats et son influence. Donc la première erreur, elle a été aveuglée totalement. Ils se sont fait trop confiance. Alors, lorsque tu fais une marque, etc., faut rester humble, faut rester soft par rapport à ce que tu fais, parce que tu dois constamment comparer ton idée, le marché, ton idée, le marché, le pays, le marché. Est-ce que mon audience elle répond? Ok. Si mon audience elle répond pas, qu'est-ce que je vais essayer de mettre en place pour que mon audience puisse me suivre après? Ça, c'est extrêmement important à prendre ça en compte et à mettre ça en place. Ensuite, dans le reportage, je vois qu'il y a une vraie volonté d'avoir une marque. Mais malheureusement, c'est jamais structuré, comme je viens de le redire, c'est jamais structuré autour du futur client. C'est un projet personnel, c'est un projet un peu rap, entre guillemets, d'ego trip, entre guillemets. C'est vraiment, ok, on abat, mais ça, c'est des codes qui marchent dans le domaine artistique, dans le domaine du rap ou de la musique, mais ça marche moins dans le domaine du DTC. Les gens, ils veulent que tu fasses un produit pour eux, ou bien que tu prennes énormément de temps pour leur convaincre leur esprit, pour qu'ils se disent ce produit il est fait pour moi. On a une marque ici qui apporte très peu de valeur à l'audience. Donc en vrai de vrai, si on regarde vraiment le vin pétillant, qu'est-ce que ça apporte à l'audience? Est-ce que ça leur permet d'être plus stylé? Non. C'est un fort potentiel de scalabilité? Non, puisque on peut pas vraiment pousser ça, c'est très compliqué. Et en plus, ils rentrent dans un marché extrêmement concurrentiel. Donc là, ça c'est la première erreur. Ils rentrent dans un marché très concurrentiel. Et bien entendu, j'ai pris ce screen là parce que c'est un avis qui avait été donné sur Trustpilot, je crois. Donc du coup, en fait, là, on a un avis d'une cliente, etc., qui a dit
Mon copain ne boit pas d'alcool et l'idée de mettre du vin en canette me permet de déguster sans trop consommer. Le vin est doux et sucré, etc. La couleur des canettes est cool, etc. En vrai de vrai, la personne là, c'est une fan. Et en gros, quand vous lancez une marque, ne vous laissez jamais avoir par vos familles, par vos fans, entre guillemets. Essayez de voir out of the box. Et pour apporter plus de précision à mes propos, il y a le commentaire de Charlotte Privas sur l'ancienne vidéo que je vous recommande fortement d'aller voir. Elle a donné énormément de détails sur le vin, sur l'alcool, etc. On le met juste là, mais n'hésitez pas à aller le lire et mettez-lui un like pour toutes les précisions qu'elle a apportées à cette analyse. En fait, les fans, c'est archi important. Ceux qui en ont et tout, franchement, c'est top parce que vous pouvez leur vendre quasiment tout. Ne les prenez pas pour acquis. Parce qu'au bout d'un moment, si les gens n'ont pas besoin du produit, ils n'achèteront pas. Donc voilà, faites attention à ce genre d'avis qui ne sont pas, on va dire, objectifs parce que les gens vous aiment. Donc ça, c'est super important. Ensuite, la deuxième erreur, c'est le capital investi. D'accord? Il y a eu un énorme capital investi dans le branding. Donc, ils ont énormément investi dans la valeur perçue de l'image de marque de leur marque sans penser réellement au vrai marketing. Donc, ils ont confondu le branding, c'est-à-dire image de marque, charte graphique, logo, présentation de produits, shooting photo avec le vrai marketing qui est l'essence même, le sens de tout ça. Il aurait dû être pensé par rapport au marketing. Ok, quelle est notre cible? Pour qui on fait ça? Ok, maintenant, on fait un bet de branding pour que ces gens-là puissent direct capter notre marque. Et à un moment, je me rappelle dans le reportage, j'ai dit, j'espère que les gens qui comprendront. Non, ces gens-là, ils doivent comprendre direct. Ça doit être très, très explicite. Par exemple, quand Kim Kardashian, elle est arrivée avec Skims et les gaines, elle savait très bien à qui elle s'adressait. Toutes les meufs qui rêvaient d'avoir, entre guillemets, ou qui avaient déjà des gros culs, c'était des meufs qui avaient, la plupart du temps, du ventre aussi. Donc, qu'est-ce qu'il fallait pour contrecarrer? C'était le shapewear. C'était le produit par excellence. Et sachant que le shapewear était un produit qui avait fait des 400 millions d'euros avec d'autres marques juste avant, le positionnement était bon puisque ça matchait avec l'image, ça matchait avec ce qu'elle vendait, son outfit, ça matchait avec énormément de choses. Donc là, ici, on avait quelque chose qui était pensé. D'abord, le marketing était déjà pensé. Ensuite, elle a rajouté son image de marque, sa valeur perçue autour de quelque chose qui fonctionnait déjà. Donc, ça veut dire le branding, le fait de sublimer quelque chose, ça fonctionne. Et c'est intéressant quand le truc il marche déjà et qu'il y a une réflexion marketing qui vient accompagner ça. Ok. Ensuite, au niveau du produit, ne jamais investir un capital trop conséquent dans la conception d'un produit tant que la demande n'est pas présente ou créée. Donc, je m'explique. Tant que la demande n'est pas présente, c'est-à-dire comme Kim Kardashian, la demande elle est là, le produit il existe déjà, il marche déjà. Ok. Ou créer, c'est-à-dire tu peux créer de la demande. Elle aurait pu le faire, Océane, mais ça on va le voir après. Elle aurait pu créer la demande par le biais de son influence, oui. Mais malheureusement, vu qu'ils ont mis énormément de focus sur le branding, sur l'imagerie de marque et ils n'ont pas pensé à l'audience, c'est dur de créer cette demande-là puisqu'ils n'ont pas vraiment eu de vraies connexions. Là, peut-être que je me trompe, ça se trouve, ils ont fait un surveil de fou et qu'ils ont invité 1000 fans dans un truc et que les 1000 fans, ils ont dit, ouais, c'est sûr, j'achète. Peut-être que je me trompe, mais voilà. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens mainstream, comme MrBeast, ils vont s'orienter vers quelque chose qui a déjà de la demande, comme le chocolat. Feastables. Le chocolat, ça vend. Il s'adapte aussi à l'audience. Qui est-ce qui le regarde? C'est les petits. La plupart du temps, c'est les petits. Donc, du coup, je fais du chocolat pour les petits, etc. Je sais que ceux qui sont fans de moi, mon audience, c'est principalement ces gens-là qui ont entre 8 et 15 ans, etc. Et je fais un produit pour ces gens-là, pour qu'ils kiffent, etc. Donc voilà, et pareil pour les gens qui ont fait des burgers, etc. Même si je trouve que les idées comme ça, franchement, on peut pousser, mais ils arrivent toujours à s'en sortir financièrement. Il y a une forte demande. Il y a des gens, forcément, ils vont venir goûter leur burger pour voir si c'est bon ou pas, ok? Même si, franchement, je recommande pas du tout de faire une idée de burger. Il y a tellement de choses à faire dans la création de marque, il y a de larges opportunités, donc voilà. La troisième erreur, c'est au niveau de la communication d'Océane, ok? Donc le positionnement d'Océane de base, elle s'est positionnée en tant que influenceuse divertissement, un peu comme un Squeezie. On n'est pas sur un profil de type Lena qui partage énormément sa vie privée, donc du coup dans sa vie privée elle peut nous balancer des teasings cachés, donc Lena elle le fait très bien, Angie la petite qui a fait Mila Matcha elle le fait très bien aussi. C'est des gens qui partagent leur vie quotidienne, donc du coup ils peuvent intégrer facilement ce qu'ils aiment, ce qu'ils font, etc. et même teaser et donner envie à leur audience de tester ce qu'ils aiment et ce qu'ils font dans la vie. Donc malheureusement du coup elle est très éloignée un peu de sa commu mise, excusez-moi, très éloigné de tes relatifs puisqu'elle passe des fois 3 à 4 heures de temps sur Twitch avec eux, mais c'est toujours dans cette phase
de présentatrice. Je ne regarde pas ses live Twitch. Dites-moi en commentaire ceux qui regardent ses live Twitch, mais elle est toujours dans le divertissement, etc. Elle se casse la tête pour faire des concepts de fou. Mais on n'est pas sur un truc où potentiellement, je pense, elle se pose et elle parle souvent avec vous et de sa vie privée, etc. Et je pense que voilà, c'est un choix personnel, mais les gens, ils ont besoin de pouvoir s'attacher comme ça aussi. Ensuite, la communauté, je ne sais pas, hein, peut-être que je me trompe, la communauté ne l'a pas vu consommer du vin régulièrement, parce que je pense que c'est striké par YouTube. Donc si tu consommes tout le temps du vin sur YouTube, je pense que YouTube va te striker et malheureusement tu risques d'être banni. Donc je pense que la communauté l'a pas assez vu sur ce point-là. Donc c'est un peu dommage aussi. Et ensuite, Mais du coup, tu nous as pas parlé des offres marketing qu'ils auraient pu faire pour avoir plus de ventes d'un coup. Ok, voici les 3 offres marketing du coup que moi j'aurais pu faire pour faire exploser les ventes. Donc la première offre, c'est l'offre échantillon, c'est-à-dire test gratuit. Je explique cette offre, elle est très simple. Elle consiste à quoi? Elle consiste à tout simplement dire à toutes les personnes qui vont acheter le produit, c'est que leur produit est gratuit en fait. Leur produit est gratuit, ils auront le droit juste de goûter. Et si ils veulent, ils sont insatisfaits totalement, eh ben, ils seront remboursés ou non prélevés. Donc, ça veut dire que, en gros, il y a 2 techniques pour faire ça. La première technique, c'est que vous mettez une empreinte sur les cartes des personnes et au bout d'un certain délai, c'est-à-dire 7 jours, etc., vous pouvez, s'ils n'ont pas demandé de remboursement, vous pouvez taper sur la carte et bien entendu, prendre l'argent. Et si, entre guillemets, il y a l'autre technique, c'est quoi? Tout simplement, c'est qu'ils payent la canette, ils testent la canette, ils vous la renvoient sous leur délai de rétractation et vous les remboursez. Dans tous les cas, dans les 2 cas, les gens, ils ont leur droit de rétractation. Donc, dans tous les cas, ça marche. Mais psychologiquement, pour l'audience, ça leur permet de dire, ah ok, ils ont pensé à nous et qu'ils nous ont fait une offre gratuite. Ensuite, il y a l'offre qui est de rembourser les 20 premiers plus rapides. Et là, tu le fais vraiment. En gros, les 20 premières personnes qui vont arriver sur le site et qui vont acheter les plus rapides. Donc ça un site, un maximum, ça crée un maximum de FOMO. Donc, les 20 personnes qui vont arriver les plus rapidement sur le site, ils seront remboursés avec juste un screen qu'ils vont envoyer au service client pour ta commande et pouvoir être remboursés. Du coup, les gens, ils vont être toujours dans ce FOMO, ils vont passer à l'action rapidement. Ça se trouve, il y aura 200 personnes qui vont acheter en moins de 10 minutes et du coup, ça sera très rentable et ça sera très intéressant. Et la dernière offre, c'est limiter l'achat, donc du coup, l'accessibilité aux produits et en faisant bien entendu des précos, ils auraient pu le faire ça. C'est limiter l'achat à peut-être 200 ou 1000 canettes sur une courte période donnée dans laquelle ils pourront potentiellement dire aux personnes, du coup, nous, on a préparé les canettes, testé notre concept, etc. On en a un certain nombre, etc., un certain nombre de commandes. C'est-à-dire, du coup, s'ils avaient 10 000, là j'ai mis 200, mais s'ils avaient 10 000, par exemple, ça aurait pu être faire 34 000, puisque du coup, il y a 6 000 canettes. Ça aurait pu être 6 000 canettes qu'ils auraient pu commander après et pouvoir voir qu'il y avait de l'intérêt et ensuite créer une certaine forme d'exclusivité autour de leur concept. Au lieu de mettre 150 000 euros, ça c'est 3 idées, mais après nous, on en a d'autres. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir des technique marketing comme ça. On a le positionnement du produit. Non, on est sur des canettes qui sont luxury, qui a une valeur perçue un peu, tu sais, l'imagerie de la meuf, petit vin, sauf que ça sera en canette, tu vois, avec sa Charlotte sur la tête, les pieds avec les talons qui dépassent un peu de la baignoire, etc. C'est un peu le mood de la marque. Donc on a un concept très luxe, mais avec un produit qui n'est pas luxe, etc. Donc moi, je pense que sincèrement, il y a un problème aussi sur le positionnement de ça, parce que ce produit-là, en fait, il marcherait vraiment pour les personnes qui font beaucoup d'apéros, de pique-nique, etc. Tu vois, genre vraiment la France profonde, qui sont là, ok, du coup, ouais, c'est un truc qui nous parle. Nous, on n'a pas l'argent, on n'a pas les fonds pour aller acheter du spiritueux, etc. Mais là, on a nos canettes à du coup, adapter le prix à 1,50 €, je sais pas, ou 2 €. La canette, qui est une canette de vin avec peut-être un vin moins de qualité à l'intérieur, ça matcherait un peu plus avec eux. Ok. Et la dernière erreur, c'est le choix de l'alcool. L'alcool est très très dur à marketer. La plupart des marques qui réussissent dans ce secteur, soit c'est des marques qui investissent énormément. Vous pouvez aller voir les dépenses de Heineken, etc. et j'en passe. Toutes ces marques, vous pouvez aller voir leurs dépenses. C'est pharaonique. C'est vraiment vraiment pharaonique. Et souvent c'est des marques qui existent depuis longtemps. Ou souvent c'est des gens de famille, etc. qui percent en France, etc. Et il y a des lois et des restrictions de fou. Donc ça veut dire pour le marketing, t'es bloqué.
Tu peux pas lancer ta première marque et pas pouvoir la marketer, sachant que vous, ce que vous faites, c'est de l'audiovisuel principalement. Vous êtes vous-même le marketing, entre guillemets. Donc c'est dommage. Ça, c'est la plus grosse erreur. Ok? Donc, ce qui aurait pu être amélioré, je vais essayer d'écourter, puisque il y a tellement de choses à dire, mais je vais essayer d'écourter pour que ça soit concis et compréhensible. Ce qui aurait pu être évité, tout simplement, c'est faire un produit sans alcool. Voilà, tout simplement. Avoir un meilleur teasing, donc ça veut dire par exemple sur 6 mois, on crée un mystère autour de la fameuse boisson que tous les invités pourraient boire et dire que c'est une folie. Donc ça veut dire à chaque fois dans ces concepts, si elle voulait vendre vraiment une boisson, c'était vraiment, fallait intégrer la boisson, goûter la boisson, etc. Par exemple, il y a une influenceuse qui l'a fait très bien et je pense qu'elle a très bien marché. Elle s'appelle Penola Lawson. Elle, ce qu'elle faisait, c'est vous sentez, ça sent bon, elle mettait un parfum, vous sentez, ça sent bon, elle a fait ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous sentez, ça sent bon, non? Ouais, je sais. Donc du coup, les gens ils voulaient sentir l'odeur de Penola. Donc elle a droppé un parfum, ça a été un carton plein, ok? Ensuite, mettre l'ego de côté et plus penser à l'audience. Ça, c'est un point aussi qu'ils auraient dû mettre en avant. Donc se dire, ok, on a cartonné, là on lance un nouveau projet, on va mettre notre ego de côté et on va penser sincèrement à l'audience. Et cette audience-là, on va essayer de faire en sorte qu'ils soient contents à la fin, qu'ils soient extrêmement satisfaits. Et donc, du coup, mettre toute cette audience-là au centre du projet, donc un truc sans alcool, avec un truc qui est teasé depuis longtemps, etc. Et mettre cette audience-là au centre du projet, en envoyant aux abonnés les plus engagés, en envoyant des trucs et faire un petit script intégré dans la boisson et dire que voilà, qu'ils fassent des TikTok, qu'ils en parlent, etc. pour créer une forme de viralité. Oh, la boisson d'Océane, etc. Même si elle n'est pas sortie. Et là, vous aurez pu récolter des emails encore plus qualifiés. Si c'était sans alcool, les gens, ils allaient en parler, ils allaient dire, ah ouais, c'est un goût de ouf, la boisson d'Océane, elle est unique, etc. Je sais pas, ça aurait pu être mieux là-dessus ou avec d'autres bénéfices. Il y a une boisson comme Lollipop, je crois, ou Loli, je sais plus exactement le nom, qui font des millions avec des canettes, qui vendent des bénéfices de santé, moins de sucre, etc. qui sont exceptionnels avec des goûts uniques, etc. Et il y a beaucoup de marques qui marchent comme ça dans les industries, mais c'est souvent soit des bénéfices de santé, donc ça veut dire que ça t'améliore ta santé, mais il y a toujours un bénéfice derrière. Donc c'est super important de penser à un bénéfice quand vous lancez quelque chose. Donc là, moi je pense que ce qu'il faudrait faire, du coup, pour eux, pour qu'ils puissent rebondir, c'est des produits tout simplement qui lui correspondent plus. Elle a des cheveux magnifiques, elle adore la beauté, elle adore les vêtements. C'est pas pour rien, même là, j'ai vu que L'Oréal, il l'appelle. C'est pas pour rien. Si L'Oréal, il t'appelle, etc., c'est que même s'ils aiment bien faire du reach, ils aiment bien envoyer de la sauce et toucher un maximum de personnes, mais c'est pas pour rien que L'Oréal l'appelle. Donc je pense que ce qu'il fallait faire, c'était un produit plus orienté beauté, etc., qui pourrait être marketé très facilement, qui n'aura pas de limite, parce que vous, là, ce que vous recherchez, ce que j'ai vu qu'ils recherchent, donc si on sait jamais s'ils passent par là et s'ils regardent cette vidéo, ce qu'ils recherchent là, c'est quelque chose de grand, qui pourrait vendre au-delà d'Océane. Donc pour ça, il faut un produit qui match et que elle-même maîtrise, qu'elle a une réelle expertise et qu'elle peut rapporter une valeur ajoutée supplémentaire. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Je sais qu'il y a plusieurs influenceuses, même il y a une influenceuse qui aurait pu être une marque de bijoux. Genre, il y a des influenceuses, elles lancent des marques de bijoux, etc. Si c'est à son image, si c'est fait de la bonne façon, ça peut marcher, ok? Donc bon, moi, comment je partirais, ce que je partirais, c'est peut-être revoir un peu le nom. Donc du coup, on pourrait l'appeler par exemple la maison Osée, comme j'ai parlé tout en haut là, d'un truc un peu où on ose, où on est dans une marque un peu lifestyle, un peu de vêtements, bijoux, etc. Peut-être avec des sacs, etc. Ou bien d'autres accessoires qu'ils vendraient en quantité limitée en fait. En gros, quand tu fais beaucoup de choses en même temps, tu ne peux pas cumuler une grosse marque que je vends tous les jours, je dois m'assurer, je fais énormément de stock, etc. Et ensuite, je dois vendre. Et ensuite, c'est impossible. Donc, en gros, le plus simple à faire, c'est de faire des lancements orchestrés. C'est de lancer des marques avec des collections spécifiques pour un certain nombre de personnes. 200 bijoux, je dis n'importe quoi. À l'image, réfléchi pour la communauté, unique, designé parfaitement, etc. Teaser. Et sold out. Elle aurait fait sold out en 2 minutes, même si les bijoux étaient à 100 €. Elle aurait fait sold out en 2 minutes, je pense. Et ensuite, faire monter la sauce comme ça et développer la marque, prendre l'argent, réinvestir, faire des nouvelles collections, etc., etc. Et avec le même process. Pendant plusieurs années, elle faisait ça. Elle allait pouvoir avoir une marque qui est assez forte, qui a assez de cash dans la trésorerie pour pouvoir scaler. Après, il y a l'internationalisation, il y a énormément de choses. Donc voilà, voici un peu l'analyse de la marque Maison Bagarre et ce qu'ils auraient pu potentiellement faire. Je suis pas allé trop loin parce que il y a tellement de choses à faire avec une influenceuse comme ça. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like. Et voilà, pour ceux qui sont intéressés pour avoir des conseils sur leur marque en e-commerce, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Mon Instagram, il est juste en bas. Et voilà, on se retrouve très prochainement. Ah oui.
Ok, du coup, dites-moi en commentaire quelle marque d'influenceuse ou d'influenceur que vous voulez que j'analyse. Franchement, j'aime bien ce format de vidéo. Dites-moi aussi si vous avez aimé. N'hésitez pas à dropper ça en commentaire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.